Echoes Studio. Bonjour à tous et bienvenue dans le 100e épisode de The Big Shift. Je pouvais pas vous faire un épisode classique pour fêter ça, alors j'ai décidé d'inviter une autre podcasteuse écolo qui elle fête ses 3 ans de podcast. Donc on était vraiment tout juste bien calés. L'occasion pour nous du coup d'échanger les rôles, de poser les questions qu'on pose d'habitude à nos invités, de vous en dire un peu plus sur nous, ce qui nous anime. Dans cet épisode, je vous raconte comment je me sens en tant que podcasteur vis-à-vis de la situation climatique, mon éco-anxiété, celle de Charlotte aussi, mais on vous parle aussi de ce qui nous fait du bien, parce qu'évidemment, quand on enregistre un épisode par semaine avec un expert de l'écologie, on peut s'en prendre plein la tête parfois. Et du coup, j'ai pris beaucoup de plaisir à enregistrer cet épisode et j'espère que ce petit coup d'œil derrière le rideau vous plaira. En tout cas, vous en saurez beaucoup plus sur moi et sur Charlotte après ça. Je vous souhaite une super bonne écoute et si ça vous plaît, abonnez-vous au podcast comme d'habitude, laissez une note avec des étoiles, un commentaire sur Apple Podcast, répondez aux questions sur Spotify, ça nous aide énormément à avancer. Et puis sinon, rendez-vous sur le site internet thebigshift.fr, vous pouvez vous abonner à ma newsletter que je viens de relancer et il y a plein de contenus un peu exclusifs sur ce que j'ai appris des épisodes, sur des événements qu'on organise. Et d'ailleurs, je glisse ça là, mercredi 14 juin 2023, à Oba, on a un nouvel enregistrement en live. Vous avez toutes les informations sur les réseaux sociaux pour aller vous inscrire. C'est gratuit évidemment, mais il n'y a pas de place pour tout le monde, donc il faut être parmi les premiers. À plus. Bienvenue dans The Big Shift et bienvenue dans Oikos. Bienvenue dans Oikos, ouais. C'est sur Oikos que ça va sortir. Ouais, carrément. On sait jamais parce qu'avec Charlotte, elle a 3 ou 4 podcasts différents sur lesquels on sait pas. Là, on est sur Oikos, on est sur la thématique écolo, donc ce sera sur Oikos. Et bienvenue dans ces 2 podcasts. L'épisode va sortir aux 2 endroits. C'est un épisode un peu hors série. L'objectif, c'est de vous faire découvrir le podcast The Big Shift pour ceux qui sont sur Oikos d'habitude et le podcast Oikos pour ceux qui sont sur The Big Shift d'habitude. 2 podcasts sur l'écologie avec des façons, des approches assez différentes. Différentes, ouais. Mais complémentaires, du coup. C'est bien sûr, complémentaires. Tous les avis, de toute façon, pas les avis, mais les lignes éditoriales, ouais. De toute façon, c'est un mix entre un animateur, la façon d'évoquer des sujets, des intervenants, ou pas d'intervenants d'ailleurs dans certains cas. Ouais. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a aucun mal à aller mettre en avant des collègues podcasteurs, des potes comme des Soif de Sens, des Basilic, des Sismic, des Oikos, des The Big Shift, parce que la concurrence dans le podcast, ça n'existe pas. Ouais. Et donc aujourd'hui, voilà, petit épisode un peu hors série où l'objectif c'est de vous faire découvrir peut-être aussi plus que nos podcasts, un peu notre histoire à chacun, pourquoi on a créé. Même, ça recoupe un peu nos manières de travailler. Je pense que c'est ça aussi qui est intéressant de voir, du coup, qu'est-ce que ça veut dire, quel impact ça a sur notre travail dans les podcasts. Et je pense qu'on va du coup voir pourquoi aussi on a des lignes édito qui ne sont pas forcément les mêmes. Parce qu'on ne doit pas avoir les mêmes portes d'entrée dans l'écologie et c'est hyper intéressant. Écoute, alors on a prévu pour cet épisode un bol de céréales. Dans ce bol de céréales, il y a des petits papiers dans lesquels il y a des questions. Et ce sont des questions d'ailleurs qui sont des questions assez récurrentes de chacun de nos épisodes qu'on pose assez fréquemment à nos propres invités. Donc l'idée là, c'est de se soumettre à la question qu'on a l'habitude nous de poser. Ça va être bizarre, mais du coup c'est un peu des questions rituelles. Moi je dis un peu ça, c'est un peu mes questions rituelles. Moi, j'ai pas de questions rituelles. En revanche, c'est vraiment toujours il y a une question que j'ai l'habitude de poser au début de chacun des... Je pourrais accélérer un peu la formule et dire que c'est une question rituelle, mais comme en plus, je la fais pas tout le temps, ou qu'elle change un peu en fonction de chaque invité. T'as peur qu'on t'attrape par le col, genre, t'as pas posé ta question. C'est pas une tradition. Ouais. Ok. Donc voilà, et comme on est chez moi, je te propose que ce soit toi qui commence. Ah, ok. Donc, je pioche une question et je te pose la question. Ouais, faisons comme ça. Ok. Rien n'a été prévu, on a juste découpé et écrit les questions. Est-ce que t'es prêt pour cette question ? Vas-y. Alors, tout simplement, comment te sens-tu vis-à-vis de la crise climatique / écologique ? Ok, ça c'est la question que moi je pose fréquemment en début de mes échanges avec mes invités. Et la plupart du temps, en fait, je vais répondre à la question. Mais du coup, je pose un peu le contexte. La plupart du temps, je la modifie un tout petit peu en fonction de leur silo d'expertise. Donc, si on est sur un épisode d'énergie, ça va être plutôt comment est-ce que tu te sens vis-à-vis de cette situation énergétique. Comment est-ce que toi, tu la vois avec tes yeux d'expert. Si on parle d'alimentation, c'est sur la situation, sur l'agriculture ou sur la façon dont on utilise les sols ou ce genre de choses.
Et donc, elle est toujours un petit peu orientée, biaisée. C'est un peu genre quelle porte d'entrée vous avez sur votre silo d'expertise. Et moi, comment est-ce que je me sens vis-à-vis de la situation climatique, écologique? C'est assez variable en fonction des jours et des semaines. Je pense que The Big Shift, ça m'a énormément aidé à prendre du recul et à me sentir mieux. Même si, en réponse à cette question, la plupart du temps, mes invités me disent qu'ils sont hyper stressés, hyper inquiets, qu'ils ont peur pour le futur. Et du coup, évidemment, c'est des choses qui se transmettent. Hein, c'est des émotions que je garde beaucoup. Et en même temps, le fait de participer à cet élan, ça m'aide quand même pas mal à relativiser, à prendre ce recul-là. Et puis, après, il y a des jours avec et des jours sans. Là, tu vois, avant-hier soir, je suis allé au théâtre voir Coupure. Je ne sais pas si tu as entendu parler de cette pièce, au Théâtre de l'Œuvre. Super pièce. Je crois qu'ils ont la dernière. Bon, ce sera trop tard du coup quand l'épisode sortira, mais la dernière, c'est ce dimanche-là. On enregistre fin avril. Mais ils seront tout le mois de juillet à Avignon pour le festival. Ok, trop bien. Et bon, donc, noté. C'est Coupure. Et en fait, c'est l'histoire d'un maire écolo qui se retrouve à devoir et qui est face au débat de est-ce que j'installe des antennes 5G dans mon village ou pas. Et c'est pas aussi cliché que ça pourrait paraître. C'est vraiment t'as toute l'injustice, mais aussi tous les dilemmes qui se posent, toute la façon comment est-ce qu'on fait pour transformer les choses à chaque échelle, qui sont en fait les personnes qui en pâtissent, qui sont les personnes qui peuvent en profiter. Et c'est hyper intéressant et ça met un petit coup de poing dans l'estomac. Et là, je m'en suis toujours pas tout à fait remis 48 heures plus tard. Donc là, je suis plutôt dans une phase un peu plus anxieuse, mais il y a des phases beaucoup plus d'espérance. Voilà. Ok, parce qu'en vrai, on pourrait se dire, avoir un podcast écolo, ça veut aussi dire remettre le sujet sur la table. Enfin, on peut pas vraiment mettre la poussière sous le tapis, quoi. Ouais. On est un peu obligé d'avoir la tête dedans tout le temps. Du coup, on pourrait se dire, c'est marrant que tu dises que ça t'a permis de prendre du recul et ça t'a fait du bien. Parce qu'on pourrait se dire aussi que c'est un truc qui peut nous plomber aussi à force d'avoir la tête dans des sujets compliqués, quoi. La deuxième partie de la réponse de la plupart de mes invités, c'est j'ai ces anxiétés, j'ai cette rage, j'ai cette colère, j'ai cette peur, etc. Et ensuite, la deuxième partie, c'est mais ça va parce que je suis dans l'action. Moi aussi, j'ai souvent ça comme réponse, effectivement. Et The Big Shift, en fait, c'est un peu mon action, tu vois. Et du coup, il y a un peu de ce... Ouais, t'as l'impression d'être pas immobile, quoi, de creuser le truc, de te le réapproprier. Et effectivement, aussi, encore dans une autre sphère, tu vois, je sais plus quel invité me disait ça, mais il me disait, en fait, plus tu lis, plus tu apprends, plus tu échanges avec des experts, plus tu comprends. Et plus tu te rends compte à quel point on est encore trop immobile aujourd'hui, à quel point on a tellement de choses à bouger. Et du coup, on te dit, si t'es pas stressé aujourd'hui avec tout ce que tu fais, c'est que t'es pas assez informé, en fait. Ouais, c'est clair. Et du coup, il y a aussi ce truc-là où à chaque fois que tu invites une nouvelle personne, c'est potentiellement tu t'ouvres à avoir un nouveau stress sur un sujet que tu n'avais même pas encore connu. Une nouvelle claque. Ouais, exactement. Grave. Voilà. Bon, alors, raconte-moi comment tu te sens, toi. En vrai, je pensais à ça un peu dans le métro, là, en venant. Parce que, bizarrement, c'est pas souvent une question que je me pose. Enfin, tu sais, comment je me sens. En vrai, tu sais, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est, en fait, j'ai 24 ans, il y a une méga crise qui s'annonce. La réponse logique, c'est un peu, j'ai peur, j'ai de l'éco-anxiété, machin et tout. Et en fait, moi, j'ai l'impression que j'aimerais bien ressentir ça, mais j'y arrive pas. Enfin, je sais pas, en fait, le problème, il est trop énorme et il est trop tellement complexe, ça touche à tellement de domaines différents que j'ai l'impression que c'est pas assez palpable pour que vraiment je ressente la peur, tu vois. Enfin, moi, j'ai une approche, ça passe beaucoup par mes tripes et intellectuellement, je conçois que c'est grave, que, je veux dire, rationnellement, ça me fait peur, mais je me lève pas tous les jours en étant, tu sais, genre terrifiée par la crise. Enfin, en fait, juste, j'arrive pas à toucher du doigt ce truc-là. Et du coup, moi, c'est plutôt... c'est plutôt de la colère, je dirais, de la rage par rapport à toutes les injustices qui sont autour de cette crise-là, plus que par rapport à la crise en elle-même. C'est tout ce qu'elle va provoquer. Et quand même, la plupart du temps, c'est un espèce d'élan. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais ça revient un peu à ce truc d'être dans l'action. Mais pour moi, c'est vraiment, en fait, c'est tellement une fenêtre qu'on a pour
pour mobiliser sur plein d'autres sujets, que du coup, moi, je tire ce fil et moi, j'ai vraiment envie qu'on vive autrement, qu'on fasse les choses autrement. Et la société, même s'il n'y avait pas de crise écologique, climatique, elle ne me convient pas. Donc, en fait, moi, je le vois plutôt comme... je me lève le matin parce que y a ce truc-là qui peut mobiliser les gens et qui peut faire que vraiment on shift et on prend une nouvelle trajectoire. Et ouais, c'est plutôt... ouais, je dirais pas que je me sens bien parce que c'est une opportunité, parce que je trouve ça hyper chelou quand même de dire ça comme ça. Mais je me sens... let's go, quoi. Ouais. Je sais pas comment dire. Est-ce que tu te considères Gen Z ou Millennials? Parce qu'à 24 ans, là, du coup, t'es pile entre les deux, non? Ouais, bah, je sais pas vraiment. Je me suis jamais vraiment posé cette question. Toi, tu me considérais comme quoi? Bah, en fait, quand tu parles de ton rapport, tu vois, j'arrive pas à le concevoir comme quelque chose de terrible. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est ce que ressentent beaucoup des millennials, c'est-à-dire genre on est écrasé par pas les millennials, les Gen Z, c'est-à-dire on est écrasé par quelque chose qui est plus fort que nous, on peut rien faire et du coup on est un peu résigné et en même temps on fait nos trucs dans nos coins et ça nous va bien. Et j'ai un peu l'impression qu'il y a, alors c'est peut-être très cliché, hein, mais qu'il y a ce désintérêt général, tu vois, qui est peut-être un peu plus présent dans les générations qui me suivent moi. Et j'ai l'impression qu'il y a déjà un peu une sorte de différence de l'appréciation de ces sujets entre ma génération en gros, les 28-40 ans et la génération d'après, qui est aussi celle de mon petit frère, tu vois. Ouais. Et je sais pas, j'ai très envie d'ailleurs, j'ai pas encore fait dans The Big Shift un épisode sur comment est-ce que la transition écologique est vécue par des retraités, des actifs un peu plus âgés, des jeunes actifs et des futurs to-be actifs. Ouais. Ben, je sais pas. Après, moi, je me sens pas résignée dans le sens... Enfin, j'ai l'impression que c'est pas palpable. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a une différence avec les gens qui le ressentent pas dans leur trip, mais qui n'ont pas non plus creusé le sujet et que ça intéresse pas particulièrement et qui, du coup, ont aucun point de contact avec ce sujet-là. Ouais. Et moi, j'ai plus l'impression que c'est... j'ai un point de contact, je m'engage. Après, c'est peut-être aussi, malheureusement, tu vois, mais l'habitude aussi d'entendre tout le temps ce sujet-là. Moi, ça me fait toujours bizarre. Des fois, je discute avec des gens et tu sais, dans la conversation, ils me regardent et ils me font « Mais tu te rends compte ?» et tout. Et en fait, c'est un peu genre « Bah ouais, je me rends compte, en fait. » Enfin, bien sûr. Mais je dirais pas non plus que c'est de la résignation. Mais je vois ce que tu veux dire, ce changement où peut-être les choses sont perçues de manière de plus en plus intense par les plus jeunes. Après, je sais pas si c'est humainement possible de se sentir vraiment... si on devait ressentir la peur vraiment dans nos tripes tous les jours, du coup, je sais pas comment on ferait pour vivre, tu vois. Ça s'appelle l'éco-anxiété. Il y a des gens qui se font traiter chez les psychologues pour ça. Ouais, mais tu vois ce que je veux dire. J'ai l'impression que, bien sûr, il y a des fois où je ressens de l'éco-anxiété. Mais en fait, c'est pas... c'est sur des sujets précis. C'est genre quand tu regardes un paysage qui est en train de disparaître, quand tu penses à une espèce qui est en train de disparaître, quand tu penses à une injustice, machin et tout. Mais c'est pas la globalité du sujet. Ouais. C'est trop énorme. C'est comme si on se sentait... personnellement concerné et qu'on, je sais pas, là je te parle d'une peur vraiment physique, quoi. Genre tu ressens la peur, c'est pas, j'ai l'impression que c'est pas à ce niveau-là, que c'est pas humainement possible de ressentir autant de trucs à la fois. Ouais. Mais bon, après peut-être, je sais pas, peut-être j'ai de la chance, je ressens pas, je suis pas écrasée par la peur. Et d'ailleurs je trouve que c'est hyper important de pas être mue, tu vois, que par la peur, parce que je trouve que la peur, ça peut pousser à faire des choses, mais pour moi, c'est pas le plus intéressant, en fait, dans ce sujet, et j'ai pas l'impression que ce soit le truc qui mobilise le plus aussi. Okay. Mais c'est quoi qui te pousse tous les jours? Je te dis, c'est le fait... c'est la perspective d'un changement qui va être de toute façon obligatoire, malheureusement. Et c'est l'impression que ce sujet de l'écologie, il rassemble tellement de problématiques que c'est vraiment, vraiment une porte d'entrée pour plein d'autres sujets, quoi. Pour moi, c'est la porte d'entrée. Pour moi, c'est la matrice, quoi. C'est la base de plein de sujets. Et je pense qu'on peut choper pas mal de... Choper, je sais pas comment dire ça, mais attraper pas mal de gens
parce que justement, ils vont se sentir concernés, parce que ça touche à plein d'aspects de leur vie et qu'on a chacun des boutons différents sur lesquels on peut appuyer. Et il y en a forcément un qui nous concerne dans l'écologie, c'est obligé, quoi. Voilà. Papier suivant. Papier suivant. Du coup, à toi. Ouais. Du coup, ça veut dire que je vais re-enchaîner la réponse. Ouais, tu réenchaînes. Faut que je m'hydrate là. Ah bah tiens, ça c'en est une très bonne. Parce que ton podcast s'appelle Oikos. Et la question, c'est ça veut dire quoi l'écologie pour toi? Ouais, alors ça, c'est la question, le pavé que j'envoie à la tête de mes invités genre, dès le début du podcast. Et en général, ils sont tous en mode genre, waouh, l'écologie, du coup, ça va rejoindre ce que j'ai dit. Pour moi, c'est pas... Enfin, je sais que souvent les invités du podcast ou même les gens dans la vie considèrent que c'est quelque chose de très rationnel et scientifique. Donc, c'est vrai que dans le dictionnaire, l'écologie, c'est la science qui étudie les interactions entre le vivant, enfin, entre les vivants, du coup. Et pour moi, c'est quelque chose de beaucoup plus presque philosophique. C'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment ma matrice pour envisager les problèmes, les questions qui se posent à moi. J'ai l'impression que c'est quelque chose de très politique pour moi, parce que pour moi, on ne peut pas penser à l'écologie sans que ça induise le fait de réfléchir à comment on a envie d'organiser la société, qui on a envie de protéger, comment, avec quels moyens. Et du coup, de ça découle plein de choses qui m'intéressent. Et ouais, pour moi, c'est vraiment une manière de voir le monde en se disant le problème scientifique nous oblige à repenser quelque chose de très politique qui est justement... qui touche à la dignité, le respect, la justice, qui sont des choses on a peut-être l'impression d'avoir abouti à un bon système dans notre démocratie française, mais pour moi, qui ne sont pas du tout aboutis. Et donc, c'est la porte d'entrée dans tous ces sujets. Et c'est à l'origine de tout ce que je réfléchis politiquement, mes espoirs, mes doutes, mes peurs, tout passe par là pour moi. Donc, ouais, je dirais ça. Je pense que c'est hyper fouillis et que quand je vais réécouter, je vais me dire pourquoi j'ai dit ça mais c'est ce qui est venu. Donc, voilà. Je comprends la globalité. Et toi? Moi, j'avais pas de définition précise. Tu vois, si je devais te donner une définition là, ce serait pas la mienne. Ce serait celle d'une invitée que j'ai eue sur le podcast très récemment, qui s'appelle Anne Toumieux, et qui m'a expliqué comment est-ce qu'elle parlait d'écologie à ses enfants. Ok. Et ça va assez bien avec le nom d'ailleurs. Oikos, ça veut dire habitat, maison. Ouais, c'est le foyer. Et en fait, tu vois, elle me disait, quand je lui dis, mais en fait, comment est-ce que tu fais pour expliquer l'écologie à tes filles? Parce qu'en soi, c'est tellement genre trop compliqué. Tu vois, tu dis, je me suis perdu dans la globalité de ce que je racontais. Et elle dit, en fait, c'est simple, c'est 2 mots. C'est juste prendre soin. Et une fois que tu as dit ça, il suffit de regarder tous les prismes, et si tu dis, il suffit de prendre soin des gens, prendre soin de la biodiversité, prendre soin d'un jardin, prendre soin des animaux, prendre soin des rues, prendre soin de l'environnement, tu vois. Et en fait, juste avec ces 2 mots-là, tu as tout le respect que tu dois à tous et à tout. Et je trouve que ça explique très bien ce que c'est que l'écologie, sans rentrer dans un détail hyper complexe de ce qu'on doit faire pour une transition écologique. Ouais. Non, c'est vrai, c'est hyper intéressant. Et ça s'applique aussi bien aux enfants qu'aux adultes, cette définition, je trouve, tu vois, c'est assez facile à comprendre. Et globalement, tu sais, c'est assez intuitif, mais je pense que quand tu dépasses la limite, tu vois, quand tu es un peu dans l'abus, tu le sais tout de suite si ton truc, tu sais, si t'as pas pris soin d'eux. Tu vois. Ouais, non, mais c'est un truc, c'est vrai que c'est un truc un peu de revenir à la racine des choses. Enfin, c'est pour ça aussi souvent que les militants écolos, ils utilisent le terme radical, parce que c'est vraiment ça, ça permet de revenir à la base. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce que tu dis justement quand tu expliques à un enfant, en fait, et tu reviens au cœur du sujet, prendre soin. C'est vrai que ça résume pas mal. Moi, je pense que ce que je rajouterais juste pour compléter, c'est que peut-être que ce qui me manque un peu dans le prendre soin, c'est que pour moi, c'est comme quand on dit, tu vois, réparer ou genre... Enfin non, c'est pas exactement pareil, mais
pour moi, il y a beaucoup de gens qui définissent l'écologie comme réparer les dommages qu'on a faits, empêcher qu'il y ait des nouveaux dommages. Et il n'y a pas trop cet aspect nouveauté. Ouais. Et pour moi, ce qui est hyper important aussi dans l'écologie, c'est la créativité que ça nous ramène et dont on manque. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'on en manque cruellement aujourd'hui. Et pour moi, et c'est aussi sur les thématiques du podcast, il y a un aspect vraiment de en fait, se permettre d'imaginer que quelque chose d'autre est possible. Et c'est super difficile à notre époque. Enfin, tout est fait pour nous faire penser qu'il y a un seul chemin, il est déjà tracé et voilà. Et je trouve que c'est hyper lié du coup aussi à l'art, à la culture. Enfin, tu vois, nous, on fait des podcasts et je trouve que c'est, comme tu dis, c'est vraiment de l'action quelque part parce que ça façonne... Enfin, on a besoin d'avoir des nouveaux rêves, on a besoin d'avoir des nouveaux imaginaires. Et ça, pour moi, c'est aussi une grosse partie de l'écologie telle que je la conçois et qui s'éloigne un peu d'une définition scientifique. Et nous, dans notre média, du coup, sur Motus et Langue Pendue, on dit que les révolutionnaires, c'est avant tout des gens qui ont de l'imagination, par exemple. Et ça, c'est une composante en tout cas dans ma conception, qui est hyper présente, quoi. Le lien avec l'art et la culture et réinventer autre chose, quoi. Voilà. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis. J'ai pas grand-chose à rajouter de plus. Je te propose qu'on prenne un autre papier. Autre papier, allez. Alors, c'est une question pareille que je pose à la fin du podcast. En général, ça fait du coup des belles transitions, des belles conclusions. C'est quoi ton plus grand espoir ? Bonne question. Je pense que je connais mes plus grandes peurs. Ouais. Mon plus grand espoir, je pense que c'est que on arrive à rationaliser les débats, qu'on arrive à justement les dépolariser. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de nouveaux médias qui sont des médias qui prennent le temps, qui sont des médias qui vont en profondeur dans l'information. Et pour moi, c'est quelque chose qui est absolument fondamental si on veut réussir à avoir une façon de réfléchir qui n'est plus une façon clivante ou polarisante ou avec des décisions unilatérales. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose vers lequel on tend énormément avec les nouveaux médias indépendants. Et ça, je crois que c'est un bel espoir, en plus de la sensibilisation. Le fait que chacun, en fait, quand on dit sensibiliser les citoyens, ça veut dire aussi sensibiliser l'entreprise, parce que l'entreprise est composée de citoyens. Ça veut dire aussi sensibiliser les politiques publiques, parce que ce sont aussi des citoyens. Et du coup, voilà, avec une vague de sensibilisation qui commence à faire son chemin et des médias qui commencent à être de plus en plus éduqués, malheureusement pas trop les médias mainstream encore, mais des nouveaux médias qui se font leur place, ça c'est un gros espoir de changement pour moi. Ok. Du coup, moi, mon espoir, je sais pas. En fait, toi, de toute façon, t'es pas stressé, il n'y a pas besoin d'avoir d'espoir. C'est ça, en fait. Non, mais en fait, c'est pareil, je vais prendre le truc un peu à l'envers, mais honnêtement, j'ai pas franchement d'espoir sur le fait que ce truc de genre sauver la planète, moi, j'avoue que ça me gonfle un peu. Enfin, je trouve que c'est pas ça qui est... Enfin, c'est bizarre de dire ça, mais je trouve que c'est pas ce qui est au cœur du problème, bizarrement. Parce que comme je te disais tout à l'heure, même si on sauve la planète, en fait, si on continue de vivre comme on vit, en fait, moi, ça m'intéresse pas. Donc tous les trucs, genre, on va trouver des trucs, des technologies, des machins pour faire en sorte de continuer à vivre comme on vit, moi, ça m'intéresse pas. Et pourtant, pour certains, c'est quand même considéré comme de l'écologie. Et du coup, moi, j'ai pas vraiment l'espoir qu'on sauve la planète, ou en tout cas, parce qu'il y a une composante qu'on sauve la manière dont on est en train de vivre et tout. Parce que déjà, je pense qu'on est trop avancé dans le schmilblick, et que là, il va falloir aller au-delà de juste se dire il faut sauver les meubles, mais il va falloir penser à ok, on est dans ce problème, on va pas pouvoir éviter certains problèmes, ils nous arrivent dessus, ils sont déjà là, présents aujourd'hui. Et du coup, c'est plus comment on va s'adapter, dans le sens comment on va vivre, comment on va protéger les gens, comment on va renouer des liens entre nous, faire des solidarités, justement informer les gens au mieux, etc. Ça, c'est hyper important. Et du coup, en fait, quelque part, le fait que j'ai pas d'espoir m'amène à penser d'autres espoirs, mais qui sont pas directement liés à la crise écolo. J'ai pas l'espoir qu'on sauve le monde, mais j'ai l'espoir que dans les manières qu'on va avoir de penser à notre réorganisation par rapport à cette problématique qui nous arrive dessus,
vont sortir des choses justement avec la créativité, etc., qui vont être vraiment belles, je pense. Parce qu'il y a déjà des prémices, en fait. On a toujours l'impression qu'on n'a pas trop d'exemples de comment on pourrait vivre autrement, mais il y a vraiment des initiatives un peu partout et je pense pas spécialement à, je sais pas, genre un village, qui vit en autonomie, je sais pas quoi. Non, c'est dans la vie de tous les jours, en fait, il y a des initiatives qui, moi, me donnent de l'espoir parce que je me dis, c'est comme ça qu'on va devoir réapprendre à vivre, justement. Pour moi, la solidarité, c'est peut-être mon espoir, c'est le fait de voir que quand il y a des crises, paradoxalement, c'est là où on voit que les gens redeviennent un peu humains. Et commence à repenser justement aux bases, à prendre soin des autres, à se poser des questions sur comment la personne à côté de moi est en train de vivre le truc, ce qu'on peut pas faire quand on est pris dans des vies qui s'arrêtent pas et qui se remettent pas en question, quoi. J'ai encore oublié quel invité me disait ça, mais lui, un de ses espoirs, c'était il disait de toute façon, on n'aura pas de transformation tant qu'on se prend pas un énorme mur, parce que en fait, il a fallu qu'on se prenne le Covid pour transformer un peu la façon dont on fonctionnait sur beaucoup de choses, sur les déplacements, etc. Et il dit, en fait, moi, mon espoir, c'est qu'on se prenne un gros mur à 130, mais le plus tôt possible. Ouais. Et il y a un peu de ça dans ta réponse, j'ai l'impression, tu vois. À la fois, je suis un peu d'accord avec ça. Genre, on a besoin de se prendre un mur, mais c'est pas vraiment. Je pense qu'on a besoin, je pense qu'on va se le prendre parce que malheureusement, on n'est pas capable de bifurquer avant. Mais après, moi, ce qui me trouve un peu le cœur quand on me dit ça, c'est qu'en fait, nous, on va pas se le prendre, en fait, le mur, mais d'autres gens vont se le prendre avant nous. Et ça, je trouve que c'est aussi hyper important à dire, c'est que quand on parle de on va dans le mur ou genre les conséquences du réchauffement climatique sont déjà là, on parle pas de nous, en fait, on parle pas de nous qui avons des étés, c'est déjà nous, quelque part, qui avons des étés à genre 50 degrés pratiquement dans certaines zones, mais c'est toutes les personnes qui vont pas s'en sortir et malheureusement pour elles, en fait, le mur... il va pas leur servir à juste avoir un déclic, mais en fait, il va les tuer, quoi. Et genre, c'est aussi toutes ces questions-là qui se mélangent. Enfin, c'est plein de paradoxes, de toute façon, les rapports à l'écologie, mais quelque part, ouais, je trouve que on a besoin de se prendre un mur, mais il faut jamais oublier que le mur, il y en a qui vont pas aller plus loin, quoi. Donc, je sais pas, ouais, c'est deep un peu. Non, mais je comprends, ouais. Mais ouais. Papier suivant. Ouais. Ok. Qu'est-ce qui te fait te sentir mieux Parce qu'on a quasiment un peu évoqué déjà. Ouais, on a déjà plus ou moins répondu. Je pense que juste pour revenir un peu sur ce que tu disais sur l'action, effectivement, vu qu'il y a cette partie très culturelle pour moi de l'écologie, je trouve que c'est Hannah Arendt qui disait ça, les mots justes trouvés au bon moment sont déjà de l'action. Ou sont de l'action, bref, je sais plus la formulation exacte. Donc je trouve que ce qu'on fait par exemple avec nos podcasts et tout, pour moi c'est déjà de l'action, mais ce qui me fait me sentir mieux, c'est aussi d'agir plus concrètement, dans le sens j'ai l'impression qu'il faut toujours que ce que je fais dans la culture ou dans écrire, etc., il faut que ça s'équilibre aussi avec le fait d'être sur le terrain de temps en temps, parce que je trouve que ça remet un peu les idées en place et ça fait du bien, pas parce que j'aime particulièrement... Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire descendre dans la rue pour aller manifester contre la réforme des retraites ? Ouais, ça peut prendre plein de formes, tu vois, mais même faire des actions de désobéissance civile de temps en temps, ou en fait, ouais, je sais pas, en fait. C'est toutes les formes d'action qu'on peut imaginer, pas forcément d'ailleurs très radicales, mais juste aller jardiner, je sais pas, tisser des liens avec ses voisins. Mais en fait, moi, j'ai aussi besoin de me dire, je vis pas juste dans ma tour d'ivoire en train de commenter le monde, mais je prends part aussi à ce monde-là, parce que sinon ça... T'as déjà fait de la désobéissance civile ? Ouais, j'en ai déjà fait. Tu vas me raconter ? Ouais, carrément. En fait, moi, je me suis engagée, avant de faire le podcast, je me suis engagée. Je suis rentrée chez Greenpeace et du coup, ouais, j'ai fait des actions de désobéissance civile pendant les années vraiment des grèves pour le climat, la démission de 2018-2019. Ouais, exactement. Et la grosse action de désobéissance civile que j'ai faite, c'était la République des pollueurs
Je sais pas si ça te parle, mais Non. c'était une action qui a été menée conjointement par Greenpeace, Alternativa et les Amis de la Terre. Et en fait, le but, c'était de cibler 4 tours de la Défense et d'empêcher ces entreprises de travailler toute la journée. Ah si, ça me dit un truc, ouais. Donc, il y avait dans les entreprises, je sais plus, mais il y avait Total, je crois qu'il y avait la Société Générale et il y avait encore une autre. Et puis, moi, j'étais sur une annexe du ministère de la Transition écologique. Et en fait... À côté du pouce. Attends, où ça ? À la Défense, à côté du pouce, non, c'est pas ça? Ouais, peut-être. Je suis pas hyper familière des tours de la Défense, mais moi, c'est mon lot quotidien. On est logés à la Défense, nous, dans les locaux. Bah voilà, du coup, tu vois où ça s'est passé. Et du coup, en fait, ça, c'était vraiment la première grosse action de désobéissance civile en France. Ça a commencé à se populariser dans le sens... il y avait de plus en plus de gens qui voulaient faire de la désobéissance civile. Et du coup, on était, je crois, plus de 2000 militants coordonnés genre, ce jour-là. Et en fait, c'était tout un délire. C'était épique. Du coup, on avait des couches parce que le but, c'était de tenir le plus longtemps possible. Donc, si tu veux, avant l'action, on se baladait en costume de ville dans la Défense et on tournait comme ça pour avant qu'on nous dise go, tu vois, aller genre en bloquer mode les flash mob. Genre vraiment c'était ça. Et du coup t'étais là avec ta couche 2014. comme ça, genre en train de tourner en rond et voilà. Et au final bon, ça c'est une action qui s'est hyper bien passée. Après il y a eu d'autres actions, mais ça c'était vraiment grosse action. Et après ouais, j'ai fait quelques tours sur des ZAD, enfin tu vois, dans des endroits aussi. Parce qu'il n'y a pas que la désobéissance civile, juste de, je sais pas, où tu te mobilises à un moment T, mais il y a aussi des zones qui jaillissent sur des endroits interdits et le lieu entier est une énorme forme de désobéissance civile. Et c'est des lieux qui sont très caricaturaux, enfin non, pas caricaturaux, qui sont très caricaturés, mais qui sont vraiment tellement intéressant et enrichissant. Et tu vois, c'est ces moments-là où ça m'a donné énormément ça m'a nourri en fait. Et je pense que je pourrais pas continuer à écrire, etc. si régulièrement j'avais pas un peu la tête vraiment dans l'action et surtout rencontrer des gens. Parce que ça fait jamais super plaisir de patauger dans la boue ou de se faire matraquer par des CRS, mais juste c'est un truc où tu rencontres des gens, tu prends l'énergie collective et ça te booste, quoi. Donc je dirais ça. Et toi ? Il faut que tu me répètes la question. C'est genre, qu'est-ce qui me fait me sentir mieux? Après, on en a parlé. Ouais, moi j'ai pas beaucoup plus de trucs que mon action un peu individuelle sur le podcast. Moi, il y a plus de trucs qui me font culpabiliser que de trucs qui me font sentir mieux dans ma vie du quotidien. Tu sais, genre, tu fais des trucs basiques, tu vas faire les courses et t'as oublié tes sacs de vrac et tu fais pas du tout tes courses en vrac. Et en fait, tu te dis, oui, d'un point de vue carbone, c'est ridicule comme impact. Après, tu te dis, bon, il y a d'autres impacts. Et puis, bon, en fait, c'est tellement compliqué. Et puis, voilà, donc il y a plus de jeux de conscience au quotidien mais qui s'effacent un peu grâce à l'action parfois. Non, ce qui me fait me sentir mieux, c'est partir en Bretagne chez mes parents et être un peu off de tout ça pendant quelques jours. Ça me fait me sentir mieux, mais c'est pas une action en particulier. Je suis pas très militant dans l'âme. Ouais. Du coup, toi, par exemple, tu penses quoi de la désobéissance civile ? Je suis complètement d'accord avec le fait qu'il faut le faire. Mais ce sera pas moi dans la rue, malheureusement. Et je pense que chacun a sa place. Et c'est vrai que ça peut paraître un peu condescendant de dire ça, tu vois. Mais non, même c'est pas de la condescendance, c'est genre... mais je sais pas, je me vois... Truc, oui, c'est ça. Je me vois pas me mettre par terre et me faire porter par des CRS parce que je bougerai pas, tu vois. Ouais. Peut-être que je le ferai un jour si je me retrouve encore plus stressé et que c'est une des façons qui me permettent de me faire sentir mieux. Mais aujourd'hui, ça l'est pas. Après, moi, je cherche toutes les façons de faire du reach avec The Big Shift. Donc, si je peux y aller avec une grosse pancarte et que je me fais peinturlurer et que tout le monde me connaît parce que du coup, ça fait le buzz avec dernière rénovation, là, je suis partant, il n'y a pas de souci. Non, mais après, je pense que c'est aussi important de genre trouver l'endroit où on est
quelque part le plus efficace parce que moi j'ai été confrontée à ce truc-là quand du coup ces années-là où je me suis beaucoup mobilisée sur le terrain. Enfin, en fait, je faisais que ça parce que j'avais pas le podcast et tout. Mais en fait, au bout d'un moment, j'étais épuisée. En fait, je me suis posé la question de est-ce que moi je suis la personne la plus utile à cet endroit-là? Est-ce qu'à un autre endroit, ouais, peut-être que j'aurais moins l'impression d'être, sur le front en première ligne, quoi. Bah, genre, en même temps, peut-être que je serais plus utile. Et du coup, je trouve que c'est aussi totalement légitime et OK d'avoir différentes manières de se mobiliser. Enfin, ça passe pas forcément que par les trucs les plus visibles, quoi. Et c'est ouf en plus parce que là, t'as 24 ans, t'as lancé ton premier podcast, je pense, 1 an avant le mien, peut-être autour de... en 2020. Début 2020 même. En juin 2020. Juin 2020. Ouais. Moi, j'ai lancé en avril 2021, tu vois. Ok. Donc ça veut dire, toi, t'as lancé tes trucs, t'avais 21 ans. 20 ans, 21 ans. Ouais, c'est ça. Ouais. Je trouve ça hallucinant. 21 ans. D'avoir déjà pris part au mouvement podcast un peu juste au moment où ça commençait à grandir, d'avoir fait tout ça pendant que tu étais étudiante, d'avoir pris position, d'avoir pris ce parti-là, tu vois, moi c'est pas des trucs que j'avais du tout en tête, je pense que je manquais de maturité là-dessus. Tu veux dire que j'étais jeune T'étais jeune, militante, et maintenant il y en a de plus en plus, mais déjà il y a 3-4 ans, c'était pas trop le cas, je trouve. Bah, c'est vrai que la question, elle prend de l'ampleur. Mais après, ouais, je pense que c'est... Enfin, en fait, je pense que c'est aussi dans... C'est aussi, je sais pas, c'est aussi un truc que j'ai depuis longtemps et je pense que t'as des sujets sur lesquels tu vas plus avoir vraiment besoin de t'exprimer, Et moi, c'est arrivé tout au même moment, tu vois. Enfin, c'était le moment des Gilets jaunes et tout. Moi, ça m'a énormément parlé, ça m'a questionné. Et en fait, tout est... Enfin, le moment où je pense, moi, j'étais à ce stade où je pouvais réfléchir à ça, où j'avais l'espace de réfléchir à ça aussi, parce que c'est aussi une question de, bah voilà, j'étais pas sous pression par d'autres trucs et tout. Et en même temps, bah, l'actualité qui faisait que, en fait, tout ça a fait que, boum, j'ai pas trop... Ouais. C'est tombé C'était le moment de ma vie où c'était le bon moment, quoi. Bien joué. Ouais, c'est toi. Non, justement, du coup, c'est toi, parce que c'est toi qui l'as tiré, puis tu me l'as redonné. Donc c'est ton tour. C'est vraiment genre dur de fastidieux faire des cette histoire de... Ouais, c'est hyper fastidieux cette histoire de papier. Ok. Bah du coup, ça fait un peu lien avec ce qu'on disait avant. Raconte ton déclic écolo. J'ai pas eu de déclic, moi. J'ai pas l'impression... En fait, j'ai l'impression d'avoir glissé là-dedans au fur et à mesure des années. D'avoir glissé là-dedans. Non, mais... ouais, vraiment genre, oups, plouche. T'as glissé sur une peau de banane, quoi. C'était l'écologie, en fait. Ouais. Mais non, en fait, j'ai commencé ma carrière dans l'industrie parce que je trouvais ça très stylé. Et j'ai eu une opportunité pour aider un groupe industriel à lancer une boîte de recyclage de plastique. Donc, eux, ils fabriquaient des emballages en plastique et je me suis... et en gros, j'étais un peu en mode intrapreneuriat et je lançais pour eux une activité de recyclage où on achetait des déchets chez des clients à qui ils vendaient des emballages et puis on les transformait un peu partout en Europe pour en refaire de la matière première recyclée qu'on intégrait ensuite dans les emballages qu'on revendait aux mêmes clients pour essayer de fermer la boucle le plus possible. Ok, ouais. Et j'ai passé 4 ans là-dedans, mais plutôt en mode industriel. Et du coup, ça a été quand même le premier pas sur OK, qu'est-ce que c'est le recyclage? On en a besoin. On a intégré la fondation Ellen MacArthur et notamment l'initiative qui s'appelait la New Plastic Economy, où il y avait pas mal de débats là-dessus et où on commençait à entendre parler des termes c'était reuse, reduce, reuse, recycle. Donc les 3 R qu'on a aussi en français. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à me dire, ah oui, mais nous, en fait, on est sur le R de recycle et il manque les 2 R avant de reduce et reuse. Et en fait, du coup, bah, quand tu es dans une boîte comme ça, et bah, du coup, je me mettais à réfléchir et en même temps, on avait un peu le recyclage comme élément un peu salvateur de tout le système. Et du coup... j'ai quitté la boîte pas par mon choix, enfin non, un choix, disons après le Covid, on m'a demandé d'aller prendre la direction d'une usine
loin de Paris, et j'étais pas encore prêt, et du coup, on s'est séparés. Et du coup, à ce moment-là, j'ai donc mon ami et associé Jérémy qui m'a proposé de lancer une boîte dans l'audio, et on a lancé une boîte dans l'audio. On a commencé à accompagner des clients sur la partie podcast, voix off, etc. Et puis au bout d'un moment, on a lancé nos propres podcasts pour tester le truc. Et les 2 podcasts ont marché. Donc on a commencé par lancer le podcast de mon associé sur l'immobilier. Puis du coup, moi, il me manquait un peu la petite fibre que j'avais commencé à travailler autour du recyclage, ok, qu'est-ce que c'est, etc. Et je me suis dit, bah, qu'à cela ne tienne, je vais lancer un podcast sur le recyclage du plastique. Et puis en ayant fait la liste des 10 premiers invités, je me suis dit, ah merde, en fait, c'est que des chimistes, c'est que des industriels, pas certain que ce soit des trucs grand public, ça va partir dans des trucs techniques tout de suite, ça va être un peu compliqué. Et puis en plus, au bout de 10 épisodes, j'ai quand même l'impression que j'aurais fait le tour, à moins d'aller checker la totalité des plastiques, des multicouches, des façons de produire, etc. Effectivement, ce qui peut être intéressant, mais un peu niche. Et je me suis dit, bon, bah, il faut que j'ouvre un peu plus le truc. Et en cherchant en fait des personnalités, des invités, j'ai découvert d'autres sujets, et c'est un peu là où j'ai commencé à m'intéresser. Et puis entre-temps, en plus, il y avait mon frère et ma belle-sœur qui s'intéressaient beaucoup à ces sujets, qui m'en parlaient. Et du coup, voilà, j'ai commencé à aller dans cette démarche et à me dire, bah, en fait, je vais lancer un podcast sur l'écologie. Et comme ça, j'apprendrai en même temps sur ce sujet qui commence à m'intéresser en même temps que je le fais. Et puis, en plus de ça, mes potes te diront que j'ai toujours été très droit dans mes bottes, avec une volonté de justice, avec une volonté d'égalité. Et du coup, ça, évidemment, c'est des sujets qui résonnent. Tu disais, quand tu prends par le prisme de l'écologie, tu peux toucher à tout. Et c'était un peu ça, tu vois, c'était le truc de... Ah bah ouais, en fait, si je vois ce truc-là avec le prisme de l'écologie, je peux toucher à ça, à ça, à ça, à ça. Et du coup, c'est plutôt ça qui m'a fait me lancer, presque par intérêt égoïste, tu vois, genre le sujet m'intéresse, j'ai fait, et maintenant, du coup, effectivement, ça devient plus une passion, mais... Et peut-être le fait, tu vois, d'être rentré aussi un peu doucement dans cet écosystème sans avoir de claque, c'est ce qui fait aussi que je me sente moins, peut-être moins éco-anxieux que certaines personnes qui ont tout reçu d'un coup. On me parle beaucoup souvent de j'ai bouffé les conférences de Jean Covici ou ce genre de trucs. Et du coup, maintenant, je me sens trop mal. Et peut-être que le fait d'avoir fait ce truc-là un peu de façon plus linéaire que exponentielle, tu vois, ça m'a aidé à prendre le recul plus facilement là-dessus. Voilà. Mais c'est ça mon histoire. Ok. Ouais, non, c'est intéressant le fait de... Enfin, je pense que bizarrement, c'est pas si commun que ça, tu vois, les gens qui rentrent dans le sujet un peu par un mélange de, pareil, tu vois, de circonstances, de genre, j'ai envie de faire un podcast et en même temps, j'ai un peu cette fibre et en même temps, j'ai le truc du plastique. Enfin, je suis d'accord avec toi, c'est plus souvent des gens qui racontent des trucs, genre, ils ont fait une dépression pendant un an et du coup, ils sont rentrés là-dedans comme ça, mais... Du coup, moi, mon histoire avec ça, c'était en fait, pareil, j'ai toujours eu un peu une fibre. J'ai toujours grandi en ville, donc je vais pas te dire j'avais la fibre nature, machin, pas du tout. Mais l'écologie, c'est toujours un truc qui m'a parlé, qui m'a titillé. Je sais que j'avais les oreilles qui traînaient quoi quand j'entendais parler de ça et tout. Et ce que je te disais là, le ressenti de ce monde enfin, j'aime pas la manière dont ce monde fonctionne. Je pense que je l'ai toujours un peu eu. Enfin, j'ai toujours un peu eu ce truc un peu d'envie de révolte, quoi. Et après, je suis rentrée à Sciences Po, du coup, forcément, t'as un peu la tête dans toutes les questions politiques, machin. Donc, même si j'étais pas politisée, je viens pas du tout d'un milieu politisé ni militant, c'est un truc où j'ai baigné quand même dans des questions de société, d'actualité, de débat, de gens pas d'accord, de vision et tout. Et il y a quand même des trucs qui, moi, m'ont révolté toujours, en venant de banlieue, en arrivant à Paris, à Sciences Po, dans un milieu totalement différent. Il y a quand même plein de trucs où je me suis dit, c'est tellement injuste et c'est tellement nul comment ça fonctionne. Et en étant un peu au cœur de la fabrique du pouvoir, je vois à quel point c'est pas ces gens-là qui vont nous sortir de la mouise, quoi. Je les côtoie et je le ressens, quoi. Et en fait, le truc qui a fait exploser la poudrière, c'est
à la fois la période, donc la démission de Nicolas Hulot, personnage controversé maintenant, mais mine de rien, sa démission, je pense que ça a été un peu aussi une révélation de tout ça, et peut-être que ça a formalisé ce que moi je pensais de... En fait, ça sert à rien d'aller sonner les cloches du monde politique. C'est aussi des questions qu'on doit se réapproprier, nous. Et à la fois, je pensais tout ça, mais il y avait quand même toutes ces questions d'injustice et en fait, les écologies qu'on me présentait très rationnelles et tout, dans les partis politiques et tout, ça m'intéressait pas du tout. Je trouvais que c'était pas la solution. Et là, boum, il y a les gilets jaunes qui commence. Et en fait, les gilets jaunes, c'est vraiment ça, en fait. C'est l'expression de... Il y a plusieurs écologies et nous, on n'est pas d'accord avec l'écologie de la taxe carbone et tout parce que l'écologie, c'est aussi social. Et c'était les premières fois que des gens disaient ça. Et moi, ça m'a... en fait, du coup, comme je commençais à m'engager un peu avant les Gilets jaunes, j'ai commencé à rentrer à Greenpeace, à m'engager un petit peu et tout, à commencer à plus parler d'écologie. Du coup, au moment des Gilets jaunes, en fait, il y a plein de gens qui se sont un peu tournés vers moi, tu vois, en me disant mais du coup, t'es pas d'accord avec les Gilets jaunes puisque t'es écolo. Et je pense que ça, c'est le truc qui a connecté... genre, je sais pas si tu vois ce mème de cerveau bleu là où t'es genre fou et en fait ça a connecté tous les trucs et je me suis dit mais pas du tout en fait, enfin moi je pense que les gilets jaunes et l'écologie c'est totalement lié et tout et du coup ça a été vraiment une grosse claque parce que du coup je commençais à taper écologie sociale sur internet, je commençais à... là pour le coup j'ai eu un peu ce truc de où tu bouffes du contenu parce que tu sens que t'as trouvé un filon et en fait des gens, on parle d'écologie sociale et tout depuis hyper longtemps, mais moi j'avais l'impression d'être toute seule, j'ai trouvé un truc les gars, tu vois, j'étais là incroyable et c'était une période et du coup moi à ce moment-là j'ai vraiment quand j'ai vu que les gens commençaient à faire le lien entre écologie et social, je commençais à aller en manif avec Greenpeace et en fait il y a eu cette manif je pense vraiment c'est un point hyper important de mes années d'engagement. C'est genre une manif de Greenpeace qui avait lieu un samedi de décembre. Et en fait, on a appris qu'en même temps, il y avait une manif des Gilets jaunes. Et c'était l'époque, là maintenant on a du recul, mais c'était l'époque où en fait, Paris se barricadait en mode c'est la guerre civile dès qu'il y a un truc des Gilets jaunes. Et en fait, nos deux manifs convergeaient à un moment et en fait tout le monde m'a dit mais n'y va pas, c'est dangereux, vous allez vous taper dessus et tout, et en fait on y est allé et j'ai une photo de ce jour-là où il y a un gars de Greenpeace qui est genre bras dessus bras dessous avec un gilet jaune et en fait pour moi c'était vraiment la preuve qu'il y a des trucs à faire ensemble et que l'écologie c'est pas juste sauver la planète justement, mais c'est aussi sauver les gens et en fait ça m'a vraiment donné un élan. Et moi pour le coup à cette période-là, en plus du coup il y a eu les grèves pour le climat qui ont commencé, j'étais je te jure, moi j'étais persuadée qu'il y allait avoir une révolution, mais alors j'étais sûre. J'étais là, ça sert plus à rien de travailler et tout, de toute façon, c'est la révolution. Enfin, moi, j'étais persuadée que tout allait changer. Je pense que c'est les premières années d'engagement, tu vois. En fait, t'es anarchiste. Oui, j'avais vraiment un truc où j'étais là, c'est bon. Et en fait, j'envoyais des mails à mes profs, mais vraiment, genre, survoltés, tu vois. Genre, non, mais moi, désolée, mais je viendrai pas à ce cours parce qu'en fait, c'est trop important ce qui se passe et tout. Jusqu'à ce que je me suis quand même fait convoquer dans le bureau du directeur de Sciences Po. Genre, la meuf était partie. Mais bon, bref, au final, il n'y a pas eu de révolution, mais ça m'a quand même... c'était un catalyseur, vraiment. Et à partir de là, j'ai commencé à penser à tout ça de manière plus concrète, à avoir envie d'écrire, à avoir envie de... En fait, tout ce que j'avais appris pendant cette période-là, du coup, après, j'ai eu envie de le transmettre à d'autres gens et en fait, de poser ces sujets-là parce que moi, j'avais la chance de connaître des gens engagés, du coup, d'avoir eu accès à des discussions avec des militants, machin. Mais en fait, quand je parlais à mes potes, eux, ça leur parlait pas du tout. Et pour eux, l'écologie, c'est toujours la taxe carbone, par exemple. Et du coup, moi, j'avais envie d'un espace où on puisse se poser et discuter d'autres choses. Et c'est ce qui a lancé Oikos et tous les autres trucs derrière. Et je pense que c'était vraiment la période déclic. Mais pareil que toi, j'ai pas eu genre un moment vraiment déclic, mais c'était une année, je pense,
Boum. Et toi, du coup, qui a beaucoup réfléchi, tu vois, moi, je suis arrivé par l'audio pour créer un podcast sur l'écologie. Toi, tu es arrivé par l'écologie pour créer un podcast. Du coup, c'est peut-être plus pertinent pour toi de dire pourquoi est-ce que tu as créé un format autour du format. Pourquoi tu es allé autour du format podcast et pas un autre format? Parce que je pense que je suis hyper mal à l'aise déjà avec la vidéo. Ça fait une demi-heure qu'elle jette des regards inquiets à la caméra qui est là. Je la vous regarde pouvez pas. retrouver plein de petits contenus vidéo sur Instagram d'ailleurs, si vous voulez. Ouais, ils sont très cool. Mais ouais, non, je pense que d'un point de vue très pragmatique, en fait, la vidéo, je trouve que c'est un peu plus... Enfin, forcément, c'est plus intimidant. Et j'ai toujours eu un truc avec le son. Mon papa est ingénieur du son. Ça aide. Donc forcément, j'ai baigné dans ce truc de son, et je trouve que le podcast, j'en écoutais beaucoup à l'époque, et je trouve que ça permet de prendre le temps. Il y a quelque chose d'hyper intime aussi qui, je trouve, va plus percuter une part sensible, tu vois, des gens que quelque chose de vidéo ou quoi. Et je parlais de ça la dernière fois avec ma mère, et on se disait, parce que j'avais retrouvé en fait moi du coup j'enregistre tout et n'importe quoi sur mon téléphone. J'ai vraiment des enregistrements de repas, donc en fait j'ai retrouvé un enregistrement d'un repas random qu'on avait partagé un été avec mes grands-parents et tout, ma famille. Et c'était il y a plusieurs années. Et quand on l'a réécouté, on s'est dit c'est fou, parce qu'on a vraiment plus l'impression d'être dans le moment, tu vois, d'avoir fait réapparaître, ressurgir ce moment, que si on avait regardé une photo ou une vidéo. Ouais. Parce que t'es t'as un obligé truc... de te l'imaginer. Ouais, c'est ça, exactement. T'as ce truc de l'imagination. Et du coup, je pense que tout ça a fait que je me suis dirigée vers le podcast, mais c'était aussi beaucoup moins réfléchi que ça. C'était aussi juste le podcast. En fait, c'est hyper... c'est un outil populaire presque. Tu peux te... Bon, bien sûr, c'est... Tu veux que j'attende? Non, t'inquiète, ça s'entendra pas. Ok. C'est un outil hyper populaire dans le sens où on peut se le réapproprier très facilement. Bien sûr que un bon son, une bonne acoustique, c'est hyper important. Et maintenant, je suis un peu une contrôle freak de ça à force. Et en plus, avec mon papa, c'est un truc vraiment... je pense que c'est plus important que ce qu'on ne le croit, mais n'empêche qu'on peut très facilement enregistrer un podcast. Et du coup, moi, j'avais accès à des micros grâce à mon père, en fait, et je pouvais me faire la main, juste choper ces micros, et je sais même plus trop comment j'ai formulé ça, mais j'ai juste dit un jour, ouais, j'aimerais bien faire un truc dans le son, et mon père, il était là, genre, hein, qu'est-ce que tu me dis? Moi, je pensais que, j'allais lui demander, et que le lendemain, tu vois, j'allais publier mon podcast. Pas du tout. Ça a pris plus de temps que ça, mais n'empêche que c'est quand même un outil plus facile, je pense, que la vidéo, quoi. Oui, niveau montage, niveau... Ça a rien à voir. Ça, c'est très clair. Et pourtant, quand on a lancé Go Studio, moi, j'ai quand même passé un été... En fait, moi, je suis plutôt audio, type mélomane. J'écoutais pas trop de podcasts, mais j'adore la musique, j'adore chanter. C'est un des hobbies qui me prend le plus de temps, je pense, tu vois. Et du coup, ouais, je pense que c'est plutôt par là où je me suis dit, vas-y, en plus, ce sera utile. Et du coup, j'ai passé, je pense... 3 mois à juste créer des épisodes de podcast pour des pseudo-clients, à leur envoyer en leur disant « Hey, j'ai créé un podcast pour vous, est-ce que ça vous intéresse ?» Mais je les faisais juste pour voir si ça prenait, quoi, en me faisant la main. Et je pense que j'ai dû suivre 150 ou 200 heures de formation YouTube sur le montage, le mixage, le mastering, tous ces trucs-là, comment est-ce qu'on traite une voix, comment est-ce qu'on traite un instrument, comment est-ce qu'on crée un son MIDI, etc. Et, tout ça. Et j'adorais. Et c'est aussi pour ça, je pense que le podcast... Je pense qu'il faut être passionné pour avoir la persévérance de continuer épisode après épisode, un épisode par semaine, jusqu'à 3 épisodes par semaine pour toi, tu vois. Et je pense que du coup, cette passion, elle est pour le médium, pour la technique et pour le contenu, elle est indispensable. Ouais, c'est clair. Oui, c'est vrai. En vrai, je dis que c'est, entre guillemets, accessible dans la création, mais c'est vrai qu'après, je trouve qu'en ce moment où justement il y a un peu un boom, tu vois, tous les influenceurs un peu se réapproprient le podcast, je trouve qu'il y a un truc aussi où en fait on perd aussi parfois la qualité sous prétexte que c'est du son, en fait. Du coup on va enregistrer avec un téléphone, et pour moi il y a quand même en fait, c'est juste, c'est dommage. Il y a tellement d'opportunités de faire quelque chose avec le son, et de respecter, tu vois, le son en faisant quelque chose de propre, que
je trouve que c'est aussi important de dire que c'est un vrai travail et que effectivement, enfin tu vois, il y a vraiment quand même une expertise dans le travail du son. C'est vraiment la fille de l'ingénieur du son qui parle là. Non, mais il y en a beaucoup qui diraient mais non, de toute façon tu prends un petit téléphone, tu le passes dans une IA qui va corriger tout ce qui va pas, et puis maintenant, derrière après t'as c'est des bon. technologies, mais c'est quand même un peu un art et c'est peut-être un truc qu'on dit pas assez aussi. Mais bon, je suis partie dans un débat. Non, mais je suis très d'accord sur le son. Mm-mm. Next, ou est-ce que tu veux qu'on passe à autre chose? Je sais pas ce que c'était la. Ah oui, en plus la dernière question, je pense qu'on en a déjà parlé. Hein. C'est quoi votre plus grande peur? En fait, c'est la question qui contrebalance l'espoir. Ouais. Je pose les deux en même temps. C'était à moi de la poser ou c'était à toi de la poser? C'était à moi de la poser. Ouais. Tu veux répondre ou pas? Moi, j'en ai une. Enfin, on n'en a pas parlé, mais du coup, j'ai une réponse un peu là-dessus. Vas-y, comme ça, je réfléchis pendant ce temps. En fait, j'en parlais quand? Je sais plus. Je sais même plus avec qui j'en parlais, mais assez récemment. Je pense qu'on en a parlé avec toi, mais juste off, juste avant. Une de mes plus grandes peurs, tu vois, c'est que on trouve un système qui nous permette de continuer à consommer comme aujourd'hui, tu vois. Et on parle beaucoup de la fusion nucléaire, on parle beaucoup de l'hydrogène blanc maintenant depuis quelques jours, on parle beaucoup de l'hydrogène vert, on parle beaucoup des biocarburants, on parle toutes ces nouvelles énergies qui nous permettraient de faire comme si il n'y a rien à changer. Et tu vois, c'est ce que tu disais aussi, l'écologie, c'est un prétexte pour pouvoir changer beaucoup de choses dans la société. Et moi, j'ai presque peur, tu vois, qu'on ait la capacité d'avoir une source d'énergie qui soit en grande quantité, peu chère, accessible. Je pense que c'est presque pas souhaitable. Tu vois. Et ça, c'est une de mes peurs. La peur, elle vient du fait que les gens pensent qu'on peut l'obtenir autant qu'on pourrait effectivement l'obtenir. Tu vois. Et la peur de les gens pensent qu'on pourrait l'obtenir, c'est du coup l'inaction qui en découle parce qu'on se dit de toute façon dans 10 ans, on l'a. Et la peur de on l'obtient vraiment, c'est en fait du coup on recommence avec l'hydrogène blanc, ce qu'on a fait avec le pétrole pendant 50 ans, et en plus avec l'effet rebond on produit encore plus pendant des dizaines et des dizaines d'années, et en fait finalement on change rien, et t'as la très bonne excuse pour rien changer. Et je pense que c'est la source énergétique, c'est une de mes plus grandes peurs, le principe. Et d'ailleurs c'est une des raisons pour lesquelles la BD de Jean Covici, Le Monde sans fin, est sur ma table là, juste ici. C'est parce que l'énergie comme base de tous ces problèmes-là, je le ressens très très fort. Et ça, c'est ma plus grande peur, je pense. C'est intéressant parce que du coup, moi, j'ai moins ce prisme. Enfin, du coup, peut-être que je fais un peu l'excès inverse, tu vois, vu que pour moi, l'écologie, c'est... je me suis souvent sentie exclue de gens qui parlaient d'écologie parce que j'avais pas de background scientifique. Du coup, j'ai peut-être fait un peu l'excès inverse où... Du coup, par exemple, sur l'énergie, c'est des sujets pour moi qui sont tellement terre à terre et rationnels qu'ils me font presque un peu peur, et du coup, j'ai peut-être beaucoup moins ce lien, tu vois, à ce genre de sujet. Moi, ma plus grande peur, je pense que ça rejoint un peu ce que tu dis, mais c'est qu'en fait, maintenant que l'écologie, c'est en gros... Il y a une majorité de Français qui pensent que c'est un problème, qui s'en préoccupent, en tout cas qui disent s'en préoccuper. J'ai peur qu'en fait, ça devienne un peu un truc fourre-tout où on fait les choses pour les mauvaises raisons. Donc c'est un peu ce que tu dis, tu vois, sous prétexte d'écologie, en fait, cautionner des trucs qui nous font pas aller mieux. Et après, ça pose aussi des questions parce que du coup... tu vois, tout à l'heure, tu parlais de clivage et tout. Et moi, j'ai l'impression que... Alors, c'est un peu hot take, unpopular opinion. Mais... Oulala. Mais genre, pour moi, l'écologie, c'est clivant. Pour moi, c'est un clivage parce que c'est forcément, quand on réfléchit à la manière dont on veut réorganiser la société, forcément, en fait, on va pas tous avoir la même manière. Et je me dis, tant mieux. Et juste, j'ai peur que, à force de vouloir que tout le monde fasse de l'écologie absolument, du coup, que, en fait, on fasse semblant qu'il y ait une seule sorte d'écologie et que ça soit l'écologie du greenwashing ou l'écologie. Et en fait, je trouve que c'est important de pas d'être là en mode on est les guides spirituels, on définit qu'est-ce qui est... Pas du tout. Mais en fait, juste d'avoir les outils critiques et de rester
en questionnement constant pour pas juste gober n'importe quoi et en fait croire qu'on est tous en train de changer le monde alors que pas du tout, quoi. Et ça, c'est un truc vraiment qui me fait peur parce que je trouve que c'est un des retours de bâton qu'on peut se prendre quand on est content que de plus en plus de gens soient sensibilisés. Et effectivement, c'est une bonne nouvelle, mais je trouve qu'il y a ce risque qui se précise de plus en plus, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si, ouais, je vois. C'est un peu... C'est un peu un sujet difficile en général. Les gens, ils veulent pas trop rentrer dans ça parce que c'est plus facile, tu vois, de se dire mais l'écologie, c'est l'écologie et tout le monde est d'accord et de toute façon, il faut lutter pour l'écologie. Et en fait, de pas aller plus loin. Parce que si on va plus loin, on commence à voir que les manières de répondre à la crise, elles sont tellement différentes. Mais pour autant, je pense que c'est important de le faire quand même. On a passé 1 heure à répondre à ces petits papiers. Incroyable. On n'avait que 6 questions pourtant. Ouais. Où est-ce qu'on peut te trouver du coup sur les plateformes C'est quoi ton média T'enregistres 3 épisodes par semaine, alors pas forcément pour les mêmes podcasts, mais du coup, c'est quoi ton modus operandi? Alors, du coup, Oikos, ça fait partie d'un média qui s'appelle Motus et Langue Pendue. C'est un média engagé pour penser la société autrement. Et en fait, on part de problématiques intimes et on rentre dans les sujets par l'intime et des histoires personnelles, des conversations. Voilà, on essaie de faire les choses un peu différemment. Et on produit des écrits et des podcasts. Et du coup, on peut nous trouver sur notre site internet, c'est motuslemedia.fr. Ou sinon, on est pas mal sur Insta aussi, @motuslemedia. Et voilà, ça c'est les principales choses. Et après, pour les autres podcasts, du coup, tout est centralisé aussi sur Motus. Mais si vous voulez vous intéresser direct, du coup, c'est Vacarme des jours. C'est un podcast sur l'actualité où on chronique l'actualité. Qui n'est pas forcément centré écologie, celui-là. Il est sur beaucoup de choses. C'est pas centré écologie. Oikos, c'est vraiment le podcast qui parle d'écologie. Et puis après, il y a aussi, du coup, là, on vient de sortir un nouveau podcast, Disparaître, sur totalement un autre sujet, mais pas moins révolutionnaire, qui est sur l'amour. Et ça s'appelle Disparaître. Et voilà, c'est une histoire d'amour raté en 6 épisodes. Voilà. Et toi, ça, c'est des podcasts qui marchent bien, ça. Les séries. C'est le podcast qui a le mieux marché sur les relations amoureuses. Bizarrement, ça excite les foules, vraiment. Tu dis, j'ai vécu une histoire d'amour raté, t'as 50 personnes qui se lèvent en disant « Moi aussi ». Ouais, ça m'étonne pas. Alors que j'ai raté mon écologie, bon. J'ai raté ma bifurcation écologique. Ouais. Et toi, du coup, pour les personnes et du coup, pour les oikosers, je sais pas comment on les appelle. Ils n'ont pas de nom, figure-toi. Mais parce que j'essaye de faire... Je commence subtilement à essayer d'amener le mot gros changeur. Les gros changeurs. Mais je suis pas certain que ce soit encore très, très accepté. Moi, j'aime bien, je trouve ça marrant. Les oikosers... Malheureusement, les shifters, c'est déjà pris. Bah ouais, du coup, toi, t'as pas... Moi, je sais pas trop, hein, franchement. Parce que du coup, moi, sur le podcast aussi, j'ai un pseudo, parce qu'à la base, c'était mon pseudo de quand je faisais de la désobéissance civile. Je voulais te demander, soldat petit pois, c'est ça? C'est ça. Et du coup, je sais pas si on pourrait dire, je sais pas, les petits pois. Non, c'est nul. On oublie. Les poisseux. Les poisseux, c'est horrible. Non, ouais, les personnes qui écoutent Oikos. Les auditeuristes. Yes. Et du coup, moi, c'est The Big Shift. Et maintenant, j'assume complètement le Z au début. Alors, c'est The comme en anglais, mais c'est juste qu'après, The Big Shift. Ou alors, on me traite de puriste, ou alors on comprend pas ce que je veux raconter. Donc maintenant, c'est The Big Shift, podcast pour comprendre la transition écologique. Mon objectif, en gros, c'est de créer une ressource tech audio hyper complète sur tous les grands silos de la transition écologique. Et parfois, il y a des épisodes qui font des liens entre les différents silos. Et donc voilà, l'idée, c'est si vous voulez comprendre un sujet, de la même façon que vous pouvez aller sur Wikipédia ou aller dans une bibliothèque, dans The Big Shift, vous pouvez aller taper les mots qui vous intéressent autour de l'énergie, de l'alimentation, de la mobilité, des politiques publiques, tous les sujets y passent vraiment. Et à chaque fois avec le prisme d'un expert sur une thématique précise. Et du coup, j'essaye de faire ça avec le plus d'objectivité possible. Et quand je manque d'objectivité, en tout cas à mon sens de la part d'un invité, plutôt que de remettre tout en question directement moi avec mes connaissances qui ne sont pas forcément suffisantes pour pouvoir être dans
dans ce type de discours dans mes épisodes, et ben, je vais juste aller inviter une autre personne sur la même thématique avec un avis un peu différent. Et donc voilà, par exemple sur l'énergie, sur le nucléaire, j'ai eu 3 personnes différentes avec 3 avis différents. Donc ça vous permet de construire votre propre avis. Et du coup, l'objectif de The Big Shift, c'est vraiment de devenir cette audiothèque ultra complète sur l'écologie. Nice. Et du coup, pour te trouver, c'est principalement sur Insta ? C'est sur toutes les plateformes d'écoute. Donc Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast, même Amazon maintenant. Et ouais, ça représente 2% des écoutes, donc on le prend avec nous. Amazon qui ont mis The Big Shift en avant, notamment sur la plateforme, ce qui a fonctionné un peu. Donc bon, voilà, c'est unpopular opinion puisqu'il y en a apparemment. Effectivement, ouais, sur Instagram, on essaye de publier du contenu plusieurs fois par semaine, qui sont souvent du contenu issu des épisodes, parce que les épisodes sont filmés. Mais voilà, on les met pas sur YouTube, mais on met des petits contenus vidéo sur les plateformes. Il y a un peu de TikTok, mais j'ai pas craqué l'algo, donc j'arrive pas. Nous aussi, on a essayé de lancer. Et il faudrait que je fasse plus de choses face caméra, que je monte ma tête. On m'a demandé de le faire plusieurs fois. Sur TikTok. Et du coup, on a un prompteur en plus maintenant, donc on va pouvoir commencer à créer du contenu face caméra, etc. Nice. Donc voilà, un peu l'ensemble. Et puis à côté de ça, du coup, j'ai Echo Studio, qui est une agence de production de podcasts pour les marques. Et donc, on travaille avec une quinzaine de clients. Et en parallèle de ça, on a une formation pour les entrepreneurs qui veulent lancer leur podcast. Et voilà, et j'ai souvent des sessions sur lancer un podcast à impact, donc type The Big Shift, type Oikos, etc. Et donc, on essaie d'accompagner le plus d'entrepreneurs là-dessus. On a un partenariat avec Make Sense sur ce sujet. Très cool. Et est-ce que je peux juste rajouter un truc, parce que quand tu parlais de... Je sais pas. Quand tu parlais de The Big Shift, je me suis dit, j'ai pas dit ça en fait. Tu disais ouais, avec le plus d'objectivité possible, et j'ai oublié de dire que du coup sur Motus aussi, notre parti pris c'est de le faire avec le moins d'objectivité possible. Non, mais c'est bien. On parlait tout à l'heure d'angle de vue, de complémentarité, de ligne éditoriale. C'est là, au pas moins, du tout la même chose. Ouais, du coup, justement, nous, notre parti pris, c'est de dire, on n'est pas journaliste professionnel, on prétend pas l'être, et en fait nos entrées dans nos sujets, c'est nos tripes et ce qu'on vit, et donc on essaye d'avoir une multitude de points de vue et tout sur le média, mais chacun on parle au jeu, et du coup on n'est pas des experts du sujet, on creuse peut-être du coup pas du tout de la même manière et pas aussi profondément ce que tu pourrais faire, mais on le fait vraiment par nos prismes intimes et personnels, et voilà, du coup on fait un peu l'inverse de ce qu'on apprend en école de journalisme, je pense. Et c'est un vrai parti pris. Mais du coup, c'est important de le préciser aussi, je pense, pour les gens qui écoutent. Voilà. Trop cool. Donc, la complémentarité. Et donc, n'oubliez pas que lancer un podcast, c'est un animateur, une ligne éditoriale, un contexte, un format, etc. Et qu'il peut y en avoir 1000 sur l'écologie. Et franchement, lancez-le si vous avez envie. Appelez-nous pour vous lancer. Et on vous aidera, on vous briefera et puis on vous mettra en avant. Ça nous ferait très plaisir. C'est clair. Merci beaucoup, Charlotte. Merci à toi. C'est la fin de cet épisode. Yes. Allez, ciao tout le monde. Salut. C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important. C'est beaucoup plus simple de parler du sujet sensible de l'environnement quand ses amis ou sa famille sont vraiment informés. Alors partagez le plus possible The Big Shift, ça aidera tout le monde. Et si vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, des invités que vous voulez entendre, ou tout simplement que vous voulez qu'on discute de cet épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. The Big Shift est produit par Echoes Studio. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.echoes.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.